Bonjour à tous, il est 5 heures et Pierrot s'éveille. J'ai une longue journée hier et une très courte nuit, mais je tenais à le faire parce que vous savez de quelle période il s'agit. Nous sommes en septembre et en septembre, l'automne arrive et lorsque une nouvelle saison arrive, je vous fais ma revue de livres et mais surtout mes conseils de lecture, pour être plus précis. Alors, pas mal de livres, des livres que j'ai trouvé très intéressants, que je vous conseille. Alors, premièrement, notre ami Straté Diplo a sorti deux livres excellents, euh, qui complètent un petit peu son œuvre, qui nous parle de géopolitique. Alors, vous savez que la géopolitique est importante pour comprendre le monde dans lequel on vit. Nous ne sommes pas à l'abri. C'est pas parce que vous allez vous faire enrichir culturellement à coup de couteau par un Suédois ou un Norvégien qu'il faut oublier les potentiels de guerre et les potentiels voilà, géopolitiques qui sont à la source de la plupart de ces problèmes que vous vivez tous les jours. Donc la compréhension de ce qui se passe entre, par exemple, les grandes puissances que sont les États-Unis, la Russie, la Chine aujourd'hui, et d'autres puissances moyennes autour, est fondamentale. Alors, Stratediplo, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui, il nous publie deux livres. Le 11e coup de minuit de l'avant-guerre, avec une super préface de Michel Drac. Et dans ce livre, Stratediplo nous parle, Stratediplo est un ancien officier militaire à la retraite qui a d'ailleurs sa base autonome durable en Argentine et qui nous parle par des articles et des livres comme celui-ci, des développements qu'il perçoit à travers le monde, et souvent ils sont tout à fait justes. Alors j'ai trouvé rigolo de voir ici Saint-Georges qui essaie de terrasser le dragon de l'OTAN. Alors ce livre nous parle des risques de guerre déclenchés par l'OTAN et les États-Unis face à la Russie. Et nous remonte à la fin du Standard Or de 1971, à l'effondrement de l'Union soviétique et aujourd'hui de la mise en place d'une politique de domination totale et de terreur par les États-Unis et par l'OTAN, en tout cas d'une tentative de faire cela à travers une domination mondiale. Et dans ce livre, il nous explique euh, quelles sont en fait les résistances à cette tentative de démonisation, de domination, et donc qui implique une démonisation d'ailleurs de tous ses opposants, que ce soit russes ou que ce soit de plus en plus des dissidents à travers le monde. Donc euh, sa thèse est que les États-Unis veulent mettre en place une terreur nucléaire sur le monde, et il nous explique pourquoi certains pays, enfin plutôt comment certains pays comme la Russie et la Chine sont en train de se préparer à y résister, et le jeu plutôt la place que nous devrions, Européens, avoir dans ce jeu, qui serait évidemment celle de ne pas faire le jeu de l'OTAN et des États-Unis, et ce à quoi je suis complètement d'accord. Donc ce livre, vous le trouvez facilement en ligne, il est auto-édité, donc vous le trouvez sur lulu.com, le 11e coup de minuit de l'avant-guerre. Il faudrait prononcer ça d'une seule phrase. Deuxième sortie, nous sort aussi Stratediplo, toujours lui, nous sort la 10e arme, 15 ans d'alerte et de synthèse. Alors, dans ce livre, qui est un beau livre pour ceux qui aiment lire, là, en gros, il nous a choisi ses meilleurs articles sur 10 ans, sur les 10 ans où il publie sur son site ses meilleurs blogs. Alors, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui préfère lire du papier et le garder en référence plutôt que des articles électroniques, c'est vraiment génial de pouvoir lire ce qu'a fait Stratediplo sur 10 ans. Donc là, nous avons des analyses géopolitiques qui incluent, par exemple, l'analyse des crises financières, les analyses sur les énergies, et je dois dire que c'est un des rares géopolitologues dans le monde que je connaisse, en tout cas ou que j'ai lu, qui tient en compte, par exemple, des problématiques énergétiques, et pas simplement pour dire, voilà, les États-Unis envahissent l'Irak pour contrôler le pétrole, parce que ils aiment bien le pétrole. Non, c'est parce qu'ils se rendent compte que la production de pétrole dans le monde va être de plus en plus limitée, et que donc il faut qu'ils le contrôlent et qu'ils évitent à la Chine de le contrôler. C'est pas la seule raison hein, de l'invasion de l'Irak, par exemple. Mais enfin, voilà.
petit bonus, j'ai écrit la préface, j'ai écrit une préface dans ce livre qui donne ma vision, si vous êtes intéressé par ma vision de la géopolitique et comment la géopolitique se lie euh, à la survie, eh bien, euh, voilà, je donne aussi, à mon avis, les endroits dans le monde où les conflits sont possibles et même très probables. Et donc, c'est un livre, enfin, c'est une préface que je fais en toute amitié à Sret Diplo pour le remercier aussi justement, de son immense travail. Et je vous conseille ce livre car il va vous, voilà, il va vous situer, à mon avis, de manière très juste et très précise où nous en sommes au point de vue géopolitique et peut-être balayer certaines idées reçues et certainement nettoyer votre cerveau de toutes les conneries que vous avez entendues dans les grands médias sur la géopolitique, sur la Russie notamment, sur les guerres au Moyen-Orient. Donc si vous êtes récemment ou si vous souhaitez vous faire une culture géopolitique, ça c'est un livre indispensable que vous pouvez lire chapitre par chapitre, petit à petit. C'est un gros livre. Mais voilà, en plus, c'est une arme de jet. Si quelqu'un rentre chez vous et que vous êtes en train de lire un livre, lui fracasser le crâne à coup de stratédiplo. Une fois que vous avez compris la géopolitique, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans ce livre, il y a la réponse. Les loups et l'agneau citoyen. Gang militarisé, état policier et désarmement du peuple. Là, c'est un livre plus court. Aux éditions Astrée. Eh bien, ici, notre ami Bernard Wicht, qui est un historien suisse de qualité, eh bien, il nous parle nous pose la question, est-ce que nous sommes en guerre? Et en fait, la réponse est oui, nous sommes déjà en guerre face aux terroristes, face à la petite criminalité, et en fait, nous sommes dans un conflit de basse intensité amené par de plus en plus des gangs criminels, avec potentiellement un État policier qui, euh, qui n'a comme solution face à cette criminalité que de désarmer les populations. Nous l'avons vu et nous allons le voir de plus en plus. Et lui donne la solution qui est celle du citoyen armé, qui est de revenir au thème finalement à la fois Sparte, à la fois un thème du citoyen armé qu'admirait Machiavel et qui a fait en fait, qui était un des piliers de la prospérité de la Suisse lorsque ceci était mis en place, avant qu'il ne soit progressivement démantelé ces toutes dernières années, et nous sommes nous avons un dernier espoir que ce modèle puisse continuer et surtout inspirer la population à s'armer et à être la première ligne de défense en fait d'un pays lorsque l'ennemi n'est plus aux frontières, mais lorsque l'ennemi, ou en tout cas les, les personnes qui peuvent amener des troubles, sont déjà à l'intérieur du pays. Et donc il n'y a que les citoyens armés portant une arme, comme c'est le cas en Israël, comme c'est le cas en République tchèque, comme c'est le cas dans certains pays, qui peut stopper euh, non seulement la petite criminalité, mais aussi le terrorisme au moment même où il se déclare, au moment même où il se déclenche. Donc ce livre est très très intéressant et je vous conseille de le lire pour peut-être en débattre un jour. En tout cas, si quelqu'un veut organiser un débat entre Bernard Wicht et moi-même ou d'autres, je pense que ce serait extrêmement enrichissant. Il y a beaucoup à dire entre la survie et le fait d'être un citoyen en armes. Comme vous le savez, c'est ce que je préconise en tant que citoyen suisse, c'est-à-dire que nous devons forcer absolument à l'État la libéralisation de nos lois et qui nous permettent non seulement d'être armés, mais de porter nos armes tous les jours, au quotidien. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas une partie d'entre nous devrions pouvoir être dans la nature, armés, afin d'arrêter net et directement, immédiatement au moment où un crime se déclenche sous nos yeux, ou proche de nous. Donc voilà, Les loups et l'agneau citoyen, aux éditions Astrée, vous le trouvez facilement. Le citoyen armé doit avoir une philosophie, doit avoir une structure, une colonne vertébrale morale, éthique et avoir des règles pour vivre. Eh bien, j'ai trouvé un livre très intéressant d'un auteur que j'ai rencontré, Ivan Thorne, qui est un auteur américain qui a la particularité d'avoir surmonté le fait d'être sourd, d'être devenu sourd très jeune, à l'âge de 3 ans ou 4 ans,
et qui est en plus, c'est une montagne ce mec, c'est une armoire à glace, un type qui fait du culturisme, et qui a bien réussi sa vie malgré cet handicap, et qui nous donne dans ce livre les 9 lois, alors c'est un livre qui n'existe qu'en anglais, Nine Laws, pour justement survivre, pour mettre en place une inertie dans sa vie positive et triompher. Donc c'est un livre qui est étonnant parce que ce n'est pas un livre de développement personnel classique, c'est pas le livre où il va vous dire voilà, soyez positif, etc. Non, non, il va vous parler de survie et de création de processus dynamiques positifs dans votre vie afin de triompher. Et il vous donne dans ce livre, en le lisant, des coups de pied au cul assez fréquents et il part d'un élément, d'un moment très noir. Enfin, il part de pensées très très noires de nos vies. D'ailleurs, il est illustré par beaucoup de ces illustrations que j'aime bien. Pour ceux qui ont lu NRBC, j'en ai mis quelques-unes de Holbein qui sont liées avec ces danses macabres du XIVe siècle et du XVe siècle, ces illustrations voilà, de mort. Parce qu'en fait, voilà, la mort plane sur nous tous et il nous explique par ces lois voilà, comment communiquer, comment réfléchir, comment agir. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. Il nous parle de comment l'être humain et le survivaliste et les préppeurs que nous sommes devons être à la fois des moines et des guerriers. D'ailleurs, j'en ferai un chapitre dans mon livre sur la peur, rien que sur ce thème, parce que j'ai trouvé que c'est un thème qui est tout à fait pertinent à ce que nous devons être. Et j'expliquerai, comme lui il explique, les nuances de ce qu'on entend par un moine et par un guerrier. Et comment il nous explique aussi comment utiliser vous savez, la triade noire qu'est le machiavélisme, le narcissisme et la psychopathie, que nous avons tous en partie, mais qui chez certains est très développée, comment nous pouvons en fait utiliser ces traits négatifs pour en faire des traits positifs, pour les transformer, je sais pas, par exemple en ayant une meilleure posture, une meilleure endurance, une meilleure liberté, et, euh, et à la fin, l'objectif, c'est de devenir glorieux et victorieux pendant l'effondrement. Et j'étais étonné parce qu'on n'a jamais communiqué avant, bien sûr qu'il écrive son livre, ou moi les miens, et j'ai trouvé que ces règles de posture morale et de vie morale sont parfaitement synchrones avec les temps que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre de plus en plus, mais aussi avec les expériences qu'on nous donne, ou les leçons que nous donne, par exemple, Jack Donovan dans ses livres La voix virile ou Devenir un barbare, qui seront bientôt réimprimés en français. Donc voilà. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que là où ce livre, donc Nine Laws, là où il s'arrête, c'est qu'il s'arrête là où commencent les miens. C'est-à-dire que lui nous parle d'une posture intellectuelle, morale, et une forme de droiture vraiment importante. Alors, si vous êtes voilà, occidental, vous allez aimer ce livre parce que c'est vraiment l'esprit et la philosophie de l'Europe qui est là-dedans. Je pense que si vous êtes du Moyen-Orient, etc., vous allez apprendre beaucoup, mais c'est clair que ça va être un choc par rapport à l'aspect plus fluide et plus voilà, alambiqué qui vient avec les cultures, par exemple, du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord. Mais, euh, mais ça reste intéressant parce que pas tout le monde veut vivre de manière alambiquée. Et donc voilà, si vous voulez, droit, les 9 lois, The Nine Laws, de Ivan Thorne. Vraiment très 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 bon livre. Euh, un petit livre très court, très vite lu, il se lit en 1 heure. Un livre de Stéphane Molineux. J'ai peu lu de Stéphane Molineux, bien que j'ai tous ses livres. Et j'avais une petite heure à tuer dans une salle d'attente, alors j'avais pris celui-ci, The Handbook of Human Ownership, A Manual for the New Tax Farmers. Donc ce livre est un guide à un homme politique fraîchement élu et qui lui explique comment en fait l'État est une machine pour traire le bétail que sont en fait les citoyens et les habitants d'une nation. Et ce qui est tout à fait vrai. En fait, l'État est notre pire ennemi. L'État est une machine abominable mise en place pour nous exploiter euh, et nous écraser si nous essayons de nous révolter. Et donc, par l'humour, si on veut, bien que ce ne soit pas forcément un texte très humoristique, mais enfin,
il a pris ce biais narratif de s'adresser à, voilà, un nouveau fermier qui doit gérer son bétail, qui nous explique comment gérer le bétail. Donc si vous êtes un peu libertarien, ou si vous voulez vous rendre compte de comment fonctionne un État et quelle est la philosophie profonde de l'État, qui est celle de l'exploitation d'une petite élite perfide et maléfique sur les masses qui sont lobotomisées et dans lesquelles la propagande qui commence à l'école en fait leur donne en fait quelques les programmes pour être justement un bétail asservi et docile. Eh bien voilà, ce guide vous donne les bases. Et c'est vrai qu'il est très très bien. C'est un petit livre. Vous le trouvez gratuitement sur le site de Stéphane Molyneux en format électronique et vous pouvez l'acheter également en format imprimé. Comme toujours, je dis, j'aime bien les formats imprimés. Alors ensuite, on va passer sur des livres du lourd hein, aussi. Un livre réimprimé par les éditions Contre-Culture, Sparte et les Sudistes de Maurice Bardèche. Alors vous le trouvez donc Contre-Culture sur le site contreculture.com. Alors moi je suis étonné, je dois avouer que donc, l'équipe de Contre-Culture va parfois retrouver dans certains auteurs, voilà, alors ça c'est un livre qui doit dater des années 60, va retrouver des livres extraordinaires. Ils ont une collection vraiment 1969. Euh, donc Maurice Bardèche, qui avait écrit le fameux livre Nuremberg, qui était une critique de l'arbitraire finalement, que les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale ont simplement décidé sans avoir de raison et de logique. Ils auraient pu condamner les crimes effectifs qui ont été faits par la logique et la raison et par le droit. Non, ils se sont arrogés le droit d'une justice arbitraire. Et ce faisant, ils ont en fait, à long terme, à mon avis, fait beaucoup de mal. Et Maurice Bardèche l'avait dénoncé, alors que c'était un professeur d'université très respecté en France par cette critique. Il avait été évidemment banni et évidemment envoyé, voilà, ostracisé. Alors dans ce livre, de manière très très intéressante, Maurice Bardèche nous parle en fait déjà dans les années 60 de l'effondrement moral qui se met en place. L'effondrement moral qui a pris toute son envergure et qui montre tous ses effets néfastes aujourd'hui, mais qui a commencé qui a commencé dans les années 60. Piloté bien avant par les universités américaines dans les années 50 et même avant, il faut même remonter aux années 30 pour voir qui a infiltré les universités américaines et comment toute cette culture d'abord de la drogue, mais ensuite de la promiscuité sexuelle, et puis ensuite de la destruction de la famille, a commencé dans les universités américaines bien avant que ça arrive dans les médias. Et donc on voit qu'il y a une machine de destruction de l'Occident qui s'est mise en place en simultané avec du communisme en Russie. Enfin, ce sont les mêmes idéologues bolcheviques, communistes, qui ont mis en place ce système de destruction de l'Occident et qui aujourd'hui, alors que le communisme a disparu, eh bien, ces idéologues et leurs familles sont restés, et leur famille de pensée, hein, je veux dire, leur famille de pensée est restée. Bref, Maurice Bardèche nous parle nous critique cet Occident en train d'être détruit déjà à cette époque, déjà dans les années 60, et il nous laisse avec deux civilisations sur lesquelles il fait des réflexions. La première étant Sparte, des citoyens guerriers, des citoyens soldats, avec un sens du combat, un sens du guerrier, un sens finalement d'une forme d'organisation militaire absolument excellente pour l'époque et dont la philosophie pourrait réémerger, ce à quoi je suis complètement d'accord. On me dit toujours est-ce que tu aimes bien Athènes? Non, non, je préfère Sparte, de beaucoup de points de vue. Bien qu'Athènes est extraordinaire, c'est à la source de la civilisation occidentale. Mais enfin, Sparte, c'est aussi à la source de la civilisation occidentale. D'ailleurs, voilà, Machiavel s'en inspirait lui aussi. Et dans ce livre, il nous explique, non pas un cours d'histoire sur Sparte, mais comment l'idée de Sparte pourrait réémerger et comment nous devrions nous l'approprier pour reconstruire, et ça c'est moi qui l'ajoute, pour reconstruire un nouveau Occident, une nouvelle Europe, après cet effondrement qui est en train d'arriver. Alors, vous allez dire, oui, mais les sudistes n'ont rien à voir avec Sparte. C'est vrai, les sudistes n'ont pas l'âme guerrière comme les Spartiates, mais ils ont une organisation d'honneur.
d'honneur personnel qui était celle d'une ancienne Angleterre d'ailleurs et d'une ancienne Europe probablement nordique, puisqu'il y a une filiation viking, Angleterre, État du Sud aux États-Unis, une filiation claire, qui donne en fait là aussi une colonne vertébrale d'honneur voilà, de sens à la vie liée à la terre, ça c'est très important, que l'on retrouve dans le vieux sudiste américain. Et donc ce livre nous donne des perles, alors je pourrais vous en lire euh, euh, quelques, quelques phrases. Alors au hasard, hein, j'avais pris quelques notes, je vais vous lire. Euh, une élite n'existe, elle ne peut se prétendre élite que par la générosité. C'est pour elle l'onction du baptême. On peut être un Spartiate quand on n'a pas reçu cette huile sur le front, mais on n'est qu'un Spartiate. Sauver la cité, c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est le commencement de tout. Mais ce n'est que le commencement. Celui qui est fort et qui veut l'être, et qui est fier de l'être, il sauve la cité pour tout le monde, et notamment pour les ilotes, et pour les faibles, et pour les goitreux, et les infirmes, et pour ceux-là même qui crachent sur le fort lorsqu'il passe. Il doit protection et justice, mais il doit savoir que la protection est un mot qui n'a de sens quand justice ne l'accompagne pas. Il doit plus que protection et justice, il doit protection et amour, car protection est un mot qui n'a pas tout son sens quand l'amour ne l'accompagne pas. Il a le droit à tout le monde, il n'y a pas d'exception. Pardon, il le doit à tout le monde, il n'y a pas d'exception. À ses ennemis aussi, et aux ennemis de la cité aussi, sans illusion. Car il doit savoir de plus, le fort, et cela fait partie de son métier, que les hommes sont en général profondément méchants, et profondément stupides, et profondément ingrats. C'est pas faux, comme dirait l'autre. Et il y en a plein des comme ça. Il y a des perles dans ce livre. Il y en a, par exemple, il dit, euh, voilà, il parle de beaucoup d'éléments historiques vraiment très très intéressants. Je vais peut-être pas tout lire, sinon je vais avoir des problèmes, mais vraiment un bon livre. Donc bref, Sparte et les sudistes aux éditions Contre-Culture, vraiment très très bien. Alors tiens, puisqu'on parle de la destruction du monde, on va parler d'un autre livre que vous trouvez aussi chez Contre-Culture. Alors ce livre est énorme. C'est un bon livre déjà, c'est un gros livre. 21 €, il les vaut. Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle. Alors par Judith Reisman. Judith Reisman est un chercheur américaine qui a beaucoup travaillé sur la pornographie, sur la révolution sexuelle, la banalisation de la sexualité dans l'espace public, chose que l'on remarque de plus en plus partout, et qui ici s'est attaché à ce fameux rapport Kinsey et au personnage de Kinsey qui l'avait proposé, et comment ce rapport avait pu montrer une sexualité des Américains aussi bizarre et dépravée que ça, et qui avait fait révolution, et qui a été l'un des éléments sur lesquels les médias se sont basés pour pousser cette révolution sexuelle dans les années 60. Et en fait, il a démontré que tout est faux dans ce rapport. Tout est biaisé, tout est faux. Elle démontre même que ce Kinsey était un pédophile qui n'hésitait pas à violer des enfants, et même des très très jeunes enfants. Et que la perversion de cet homme s'est retrouvée, parce qu'il y a eu à la fois un biais cognitif quant aux résultats qu'il voulait montrer, et donc absolument aucune rigueur quant aux différents éléments de l'étude qui ensuite étaient publiés. Et donc nous voyons que les pires personnes de la société, les pires pédophiles, justement ces professeurs pervers dans les universités, ces élites médiatiques, déjà à cette époque travaillaient à la destruction par la sexualité de la famille, qui est le socle d'une société, toujours, quelle que soit la forme que prend cette famille. Mais lorsque vous apportez finalement, surtout aux masses, parce qu'à la limite,
quand vous êtes une élite et quand vous faites partie vraiment des très très peu de gens qui ont la capacité intellectuelle de vivre une sexualité peut-être un petit peu différente, et je ne parle pas de ce qui est illégal, je parle simplement par exemple d'avoir une promiscuité un petit peu plus grande, mais quand vous êtes une partie, si 0,5% de la population vit de manière un petit peu plus olé olé, ça ne touche pas les fondements de la civilisation dans laquelle vous êtes, d'autant qu'en plus, ils le feront cacher. Mais lorsque vous avez euh, des comportements sexuels totalement débridés, ou sans queue ni tête, si je puis dire, surtout sans tête, à travers une société que ça se répand et que ça touche une part importante. La promiscuité aujourd'hui touche, par exemple, lorsqu'on voit que 40% des naissances aujourd'hui aux États-Unis, et ça doit être pas très loin en Europe de ça, se font hors mariage, c'est que, en fait, ça ne veut pas dire que les gens disent ah mais non, on va faire des enfants, mais on va pas se marier. Non, non, ça veut dire on a fait un gosse et puis d'une manière ou d'une autre, les parents ne sont plus ensemble. Et donc l'enfant va naître parce que, et la raison c'est souvent parce que la nana ou le mec, ben, en fait, ils ne prennent pas de responsabilité par rapport à l'enfant. Et donc ces enfants naissent de plus en plus dans des familles où nous avons voilà, une femme qui a plusieurs enfants avec plusieurs hommes, et l'État de toute façon paye, parce que ça l'arrange bien, encore une fois, relisez le livre sur le fait que nous sommes du bétail pour l'État. L'État, il s'en fout, ça fait plus de gens qui vont bosser, qui dépensent de l'argent, et donc qui rapportent des revenus sous forme de taxation et qui font tourner l'économie. C'est très très bien la destruction de la famille du point de vue de l'État. Et donc, nous avons cette destruction du point de vue marchand. La destruction de l'Occident est un immense gain d'argent, en tout cas à court et à moyen terme. À long terme, c'est la fin, mais en tout cas, ça fonctionne. Bref, l'une des sources de la destruction de notre monde est là, elle est expliquée dans ce livre. Donc vraiment, je vous le conseille. Judith Reisman Kinsey, La face obscure de la révolution sexuelle, aux éditions Contre-Culture, un livre extraordinaire, c'est un livre à avoir en plusieurs exemplaires, à garder, parce que là, il y a vraiment, un jour, on ne sait pas, on va nous arrêter pour posséder ce genre de livre, parce que ça montre bien le fond de la perversion et de la destruction. Alors ensuite, un autre livre, qui est un livre extraordinairement bon, de Sylvain Durand, Ce sang qui nous lie, et là qui pose la question vers le matriarcat. Alors, avec une préface de Pierre Hillard et une postface de Charles Robin, deux excellents auteurs que vous connaissez sans doute. Alors, très bon livre, 20 euros aux éditions Verbe Haut. Vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez facilement. Alors, ce livre est. J'avais déjà lu des livres de Sylvain Durand, mais autant leur thème était bon, autant la manière dont ils étaient écrits a fait que, voilà, je ne vous en avais pas parlé. Mais là, nous avons un chef-d'œuvre. Nous avons vraiment un livre qui est concis, pertinent, efficace dans son écriture, bien écrit. euh, Surtout si vous êtes de culture ou si vous êtes catholique ou chrétien, ce livre va vraiment vous parler. C'est une démonstration imparable, à mon avis, de la réalité de ce qu'est le monde, on va dire, normal, de la famille européenne, et comment la destruction de cette famille nous amène vers une forme en fait, de matriarcat qui est en fait une perversion de ce qu'est la femme, qui est quand même un être qui est fait pour enfanter, pour s'occuper des enfants, et donc qui a des qualités euh, absolument exquises par rapport à cette fonction-là. Évidemment, la nature ne crée pas une psychologie et un comportement autre que celui qui est nécessaire, sinon, par définition, nous ne serions pas là, et ce comportement ne se serait pas développé. Et donc ici, Sylvain nous démontre comment l'évolution naturelle des sociétés humaines nous a amené à renforcer cette idée de famille mononucléaire, un père, une mère, des enfants, et comment la société, en fait, surtout de l'Ancien Régime, par exemple, avec cette figure symbolique, réelle aussi, mais symbolique, qui était par exemple le roi, symbolisait le père de la famille avec un dieu, et on peut extrapoler ce modèle aussi à d'autres civilisations. Il y a des civilisations qui, certes, que je critique souvent, mais qui aussi ont su avoir un roi, un dieu, et finalement une masse qui suivait une certaine règle euh, de vie, aussi liée sur la famille, alors certes avec par exemple plus de polygamie qu'en Europe,
mais qui avaient des règles qui, en tout cas, fonctionnaient dans ce modèle-là. Eux aussi sont en train d'être balayés par la modernité, comme nous le sommes en Europe, et puis je pourrais même extrapoler à l'Afrique, où les modèles africains de famille, en fait, d'une manière traditionnelle, fonctionnaient assez bien, et avec aujourd'hui la même destruction, ils sont en train de voler en éclats, avec au contraire une explosion de la natalité qui continue. Alors ce livre est vraiment beau en plus, il est poétique dans la manière dont il est écrit. Alors c'est pas poétique genre je me touche la nouille, hein. Non, non, c'est vraiment une poésie bien choisie, bien cherchée. Je veux dire, c'est un chef-d'œuvre ce livre. Il est tellement d'une qualité supérieure à ce qu'avait écrit Sylvain Durin précédemment que moi je suis resté impressionné. Et donc les, euh, alors, il y a peut-être des éléments du livre sur lesquels j'ai des doutes sur le fond, sur la philosophie, mais je l'ai vraiment, vraiment trouvé euh, extraordinaire. Donc, je vous le conseille. Ce sang qui nous lie, euh, c'est un livre facile à lire en plus. Il est pas très long. Ne vous fiez pas à la hauteur. Il est en gros caractère. Il est en gros caractère. Un caractère de livre roman de poche, mais en gros caractère. Donc, parfait. Moi, je trouve que c'est le meilleur format pour les livres. Format micelle. Vous le mettez. Non, très très bon, très très bon livre. Le... En fait, on sent la maturité de l'auteur. Ses premiers livres nous parlaient il avait fait un livre qui comparait ça s'appelait Le sang du père, qui comparait certains éléments de l'importance du père dans des films Audiard père. Et, euh, et il en faisait un commentaire sur la fin du père, aujourd'hui, le rôle du père dans notre société, qui est bien abouti, hein, cette destruction-là. Et donc, là, il nous montre justement que lorsque l'on remplace le père par la mère comme étant le socle protecteur, parce que c'est le rôle du père, le socle protecteur et responsabilisant de la famille, ben en fait, la mère, elle n'est pas capable de responsabilité parce qu'elle a trop d'amour et tous les gens mariés qui ont des enfants le savent, hein, les femmes ne savent pas gérer les enfants autrement que par l'amour. Et l'amour est utile, mais il doit être maîtrisé par la responsabilité parce que sinon on passe tout aux enfants, on leur donne pas de règles et à la fin ça devient des sauvages. Et c'est ce qui arrive de plus en plus à travers le monde. Bref, la mère sans le père ne peut faire que des enfants très mal élevés, parce qu'elle n'est pas capable de leur donner le sens moral et la responsabilité, ça seul le père peut le faire. Et les femmes sont des mères, ne peuvent pas être des pères. Bref, donc tous les gens ici qui ont une mère célibataire ou qui sont des mères célibataires vont gueuler, mais Sylvain a raison. Et vous avez tort. C'est tout. Lisez ce livre. Alors enfin, un livre très survie, très intelligent, et que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Reconnaissance Man de Aaron Claret. Je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, ou est-ce ma chaîne BitChute, parce que j'ai les deux. Et ne me suivez pas sur YouTube si vous pouvez. Allez sur ma chaîne BitChute. D'abord, il y a plus de vidéos. Vous en trouverez beaucoup plus sur mon Patreon d'ailleurs. Il y a une cinquantaine de vidéos cette année que j'ai mis sur Patreon, que j'ai pas mis sur YouTube, ni sur BitChute. Simplement pour la censure. Alors, Reconnaissance Man by Aaron Claret. Alors, c'est un très bon livre. Je vous ferai la revue spéciale pour un autre livre de Aaron Claret lié au quotient intellectuel. Mais en gros, il s'est rendu compte que c'est un jeune homme, il a une quarantaine d'années, un homme, qui s'est rendu compte qu'en fait, autour de lui, il y a des gens idiots, et que lui est plus élevé que la moyenne, et que être intelligent aujourd'hui te rend malheureux. Parce que tu es entouré de débiles, comme je disais hier soir à une journaliste, je dis mais on est entouré de trous du cul et de connards et de gens idiots. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent même plus quand on parle, je veux dire, les gens ne comprennent même plus la linguistique qu'on utilise, tellement leur cerveau n'est plus capable de comprendre. Et alors que le quotient intellectuel moyen en fait ne fait que baisser,
surtout à cause de l'immigration qui amène des populations qui ont un QI plus bas, vous êtes de plus en plus entouré d'idiots et de gens qui savent plus rien faire, qui comprennent rien quand tu parles, enfin, voilà, c'est l'africation du monde, quoi. Enfin bref, mais peu importe, je connais les Africains intelligents, mais enfin, l'immense majorité, bah, voilà, mais les Blancs aussi, la plupart des gens sont hyper cons. Donc, et surtout hyper idiots, donc c'est fatigant. Alors, il part de ce principe-là, et en gros, il nous dit, en fait, tu peux pas vivre dans la société, si tu es intelligent, tu peux pas vivre dans la société telle qu'on l'a aujourd'hui. Tu dois te barrer. Donc lui, il en arrive, en fait, à la survie et à la base autonome durable, par un autre chemin encore que le mien ou que ceux d'autres, que Kunzler ou d'autres. Lui, il dit, tu peux pas vivre avec des gens idiots, donc tu dois te barrer. Tu prends ta femme, tes gosses, tes amis si tu peux, avec qui tu te sens bien, avec qui tu as un niveau d'intellect, une communication possible, et tu te barres. J'en discutais avec une amie hier aussi qui était avec les journalistes. Euh, elle en peut plus quoi, de vivre dans une ville avec que des voisins débiles. Enfin, vous vous rendez, enfin, les gens qui n'ont pas, je sais pas, 120, 130, 140, 150, 160 de QI, moi je connais des gens, alors moi j'en suis qu'à 135, mais il y a des mecs qui ont, j'ai des potes qui ont 160 de QI, mais ils deviennent fous, moi déjà, mais eux ils ont envie de faire un massacre, sauf qu'ils n'arrivent pas à massacrer 4 milliards de personnes, donc forcément ils le font pas. Mais j'aurais dit, avec ton QI, tu devrais développer des armes de destruction massive. Je sais pas, fais-toi un laboratoire biologique, je sais pas, fais des virus, quoi. Parce que le truc Le problème, c'est que l'intelligence, ça se voit pas forcément au niveau biologique, donc c'est la merde. Bref, je m'égare dans des rêves futiles. Euh, Bref, Aaron Claret, dans son livre excellent, il arrive au concept de dire il faut se faire une base autonome durable quelque part, mais loin de tous ces idiots. Et en plus, après, en discutant avec lui, lui a compris qu'en plus, ces idiots vont devenir violents le jour où on leur enlève les allocations, les sous-sous de l'État et les choses dans le supermarché. Quand t'as plus de bouffe, ben, c'est fini. Et bref, donc lui, en fait, il a développé une méthodologie en disant, pour partir, il faut explorer, parce que et c'est vrai que c'est souvent ce que je fais lorsque des clients me demandent où est-ce que je pourrais mettre en place ma base autonome durable, etc. J'ai une petite méthodologie en fonction de l'eau, en fonction de trucs. Lui ajoute des critères plus sociaux par rapport bien sûr, le fait que ce soit un endroit agréable à vivre. Il a moins des critères de survie, mais il a plus des critères socio-économiques, sociologiques, culturels qui sont très intéressants. Alors évidemment, il les applique, il met des cartes, il les applique aux États-Unis, puisqu'il habite aux États-Unis. Et donc voilà, il commence à éliminer certains pays là en noir. Au fur et à mesure du livre, il donne ses critères et il montre comment euh, il élimine de plus en plus les États et les régions dans lesquelles, vous voyez, il y a des petites régions qu'il a sélectionnées comme étant pas mal, comme étant des endroits relativement normaux pour vivre. Alors après, je suis en désaccord parce qu'il lui manque les critères de survie. Mais enfin, la méthodologie et le raisonnement est très très bon. Et finalement, il nous laisse, là aussi j'ai pris pas mal de notes, mais il nous laisse avec, euh, par exemple, un élément une réflexion aux jeunes, il s'adresse aux jeunes en disant, mais au fond, vous perdez votre vie à faire vos universités et vous installer dans des endroits parce que c'est là où vous trouvez votre premier job, etc. Alors que vous pourriez commencer dès l'âge de, bon, aux États-Unis ils peuvent conduire plus tôt qu'en Europe, mais en gros dès l'âge de 16 ans, mais peut-être 18 ans, commencez à explorer le monde petit à petit pendant vos vacances si vous pouvez, et commencez déjà à voir les endroits où vous vous sentez bien. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de vivre là où vous êtes bien, pas forcément là où il y a un travail. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas réfléchi quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je cherchais un boulot très bien rémunéré, qui soit super intéressant, et ensuite j'allais adapter ma vie, éventuellement déménager, etc., pour m'adapter à ce travail. Et lui il dit non, 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 mais en fait tu dois pas vivre là où tu es, forcément, mais tu vas essayer de trouver un endroit où tu es bien. Et ensuite tu cherches un boulot là où tu es bien. Parce que la vie est courte. Et il a raison. Et c'est vrai qu'à 20 ans, tu te rends pas compte que la vie est courte. Mais à mon âge, 47 ans, tu commences à te rendre compte que putain, la vie est courte. Il me reste 20 ans. Ouais, il me reste 20 ans bien sympa où je peux encore baiser, m'amuser, courir, putain, tirer sur tout ce qui. Enfin, voilà. Mais 47 plus 20, ça fait 67, 70 ans, tu commences à être moins intéressant, quoi, déjà.
Et donc, tu commences à avoir des problématiques, tu peux déjà moins te balader, moins voyager, etc. Alors, pourtant, je fais du sport tous les jours, etc. Parce que j'aimerais bien ajouter peut-être 10 ans à ces 20 ans. Mais voilà, en gros, il me reste 30 ans à vivre, quoi. Et à 20 ans, tu te dis jamais, il me reste 50 ans à vivre, ou 60 ans à vivre. T'en fous. C'est normal. Mais à partir de 45, 50 ans, tu commences à te dire, ah ouais, donc tu te dis, avec qui je vis? Est-ce que tu aimes bien ta... Alors souvent, la crise des 40 ans, la crise des hommes, c'est pas qu'ils ont envie d'avoir une bagnole de course, hein, c'est que tout d'un coup, ils se disent, putain, je suis avec une femme qui correspond pas du tout à ce que je veux, c'est une vie de merde, j'en veux plus, et ils se barrent, et ils pètent un câble, et ils se cassent. Par exemple, souvent. Et les femmes font aussi cette crise à 40 ans, elles regardent leur mec en disant putain, je suis sûr que je pourrais avoir mieux. Elles se trompent souvent. Mais c'est pour ça que beaucoup de femmes autour de 35-40 ans se barrent en disant j'essaye de retrouver. Voilà, c'est une erreur souvent, surtout pour les femmes. Mais pour les hommes aussi, simplement il faut mieux choisir. Ouais, je m'égare encore. Très très bon livre, Reconnaissance Man, par Aaron Claret. Il a aussi une chaîne YouTube assez marrante parfois. Je regarde pas toutes ses vidéos, mais certaines sont bien. Le... alors, je vous conseille de lire ce livre. Alors, il est en anglais, je vous ai parlé de plusieurs livres en anglais. De prendre la méthodologie, de l'adapter à vous et d'ajouter les éléments survivalistes euh, afin de choisir un endroit pour vivre. Donc, c'est un livre que je vous conseille si vous êtes jeune. Il coûte pas cher. Si vous parlez anglais, c'est un livre à lire. Donc, celui-là, je vais illico le passer à mon fils qui va avoir 14 ans et il va pouvoir comprendre beaucoup de choses de la vie grâce à ce livre-là. Voilà. Je vais le lire avec lui plutôt parce qu'en fait, je veux l'aider à adapter sa réflexion au monde. Voilà. C'en est terminé. De longue vidéo de lecture, mais c'est comme ça. Ah ben tiens, je vous conseille une autre lecture intéressante. Elle n'était pas là, mais par là, par hasard. Allez à la Bourse aux Armes en décembre cette année et juste parce qu'il est beau, choper le catalogue de mon ami Consolini. Euh, Il y a tout. Il 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 a tout et nous n'avons pas assez d'argent pour tout acheter. Bref, le catalogue Lagardère, vous le trouvez en PDF en ligne sur le site lagardère.ch, sauf erreur. Et allez à la Bourse aux Armes. Il est encore temps, chers amis, de vous armer légalement, de passer vos permis de chasse, de passer vos permis de collectionneur, de passer vos permis de possession d'armes. Parfois on me dit, mais tu penses pas que c'est mieux de s'armer avec des pistolets à poudre noire parce que comme ça il n'y a pas besoin de permis? Mais tu penses pas que c'est mieux d'avoir un couteau? Et puis un couteau, un jour ça pourra être interdit, alors achète-toi des fourchettes pour te défendre. Si c'est possible avec des permis, achète les armes les plus perfectionnées, les plus avancées possibles. Te émascule pas. Bref, passez les permis et inspirez-vous et faites-vous mal en regardant tous ces trucs que vous pouvez avoir. Mais voilà, il n'y a pas assez d'argent. Ni assez de temps, ni assez de mains pour tout manipuler. Non, mais sérieusement, dans Rue Barbare et dans Survivre à l'effondrement économique, on vous donne aussi les règles de base, quoi. Comment choisir une bonne arme. C'est facile, et vous n'avez pas besoin d'en avoir une cinquantaine, comme certains. Mais ayez au moins 3 ou 4 armes de bonne qualité par membre de votre famille, évidemment. À très bientôt, préparez-vous, je vais mettre cette vidéo en primeur sur Patreon, puis sur BitChute, et ensuite seulement sur YouTube. Une prime à ceux qui font l'effort d'aller sur les circuits alternatifs. À très bientôt et préparez-vous. Et lisez, lisez!